Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur ce match nul contre Newcastle hier soir au Parc des Princes qui apparaît comme miraculé au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps avec le but le plus tardif de l'histoire du club marqué par Mbappé et les débats autour de l'arbitrage. Mais ce point que tu vas chercher n'en reste pas moins absolument mérité au vu de la domination que tu as imprimée en seconde mi-temps notamment, avec bon nombre d'occasions nettes créées. Maintenant, si tu les as loupées, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, comme le but que tu offres à Newcastle à cause de Donnarumma et aussi la défense qui collectivement est attentiste. Je commencerai par ce manque de réalisme parce que, en revoyant le match, c'est la principale différence que j'ai fait avec mon débrief à chaud hier, où j'étais très énervé contre Barcola, les occasions vendangées. Mais n'oublions pas que ces occasions, il faut se les créer. Hein. L'année dernière, on les avait pas tout le temps. Hein. On tournait à 2-3 occasions nettes, franches par match. Là, on en a quasiment une dizaine. Et en matière d'expected goals, en fait, j'ai même pas eu besoin de revoir le match pour me dire ça. Quand j'ai vu ce matin que, alors en fonction des fournisseurs, on a 4,5, voire plus de 5 expected goals sur le match d'hier, face à Newcastle, qui en ont un peu plus d'un. Mais nous, 4,5, 5, alors que contre Monaco, on en a un petit peu plus de 2 pour 5 buts marqués. Ça montre toute la domination du PSG hier, les vraies occasions qu'on a su se créer. Alors, il y a un gardien qui en face fait un match exceptionnel. Ça, c'est pareil. Quand ton gardien est un de tes meilleurs, voire le meilleur joueur de l'équipe, en général, c'est que collectivement, t'as pas fait ton meilleur match. Pour Newcastle, ils peuvent se dire ça. Les défenseurs aussi qui repoussent pas mal de frappes à bout portant, notamment celle de Dembélé, parce que ils sont très présents dans la surface, ils sont larges, ils sont grands, ils sont nombreux, parfois 9 dans la boîte. Mais bon, on va revenir aussi sur les techniques de frappe chez Dembélé, chez Barcola, parce que là-dessus, je reste quand même sur ma position du débrief d'hier soir, dans le sens où tu es en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de louper ce genre d'occasion. Dans l'exécution technique, il y a trop de défauts en fait. Il y a vraiment trop de défauts. Et je vais insister là-dessus. Hier, je l'ai fait de manière vulgaire parce que c'était à chaud. Là, on va évidemment revenir dans les détails, bien évidemment. Voilà. Ensuite, il faut voir quel type d'occasion tu te crées. La plupart du temps, c'est sur des centres, après un relais dans les demi-espaces. Relais qui, pour moi, sur tes actions, ont été la chose la plus difficile à trouver. Les relances, Newcastle nous a pressés. Faut pas faire de Newcastle une équipe ultra attentiste, parce que justement, leur but vient... alors, non, attends. L'occasion d'Isaac juste avant le but vient d'un pressing, pardon, c'est pas leur but, c'est l'occasion d'Isaac qui est quand même très franche, hein, la perte de balle d'Hakimi là après le 1-2 avec Gigio Donnarumma. Donc à la relance, on s'en est plutôt pas mal sorti. Ensuite, les centres, ils ont trouvé preneur la plupart du temps. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de joueurs en position de frappe. Maintenant, l'exécution est mauvaise, mais ça, c'est du ressort individuel. On ne peut pas le mettre sur le plan de jeu de Luis Enrique ou sur la dimension collective. Par contre, trouver des relais entre les lignes dans le demi-espace, ça, on peut le mettre sur la dimension collective et sur, évidemment, la performance de Newcastle qui, collectivement, ont été absolument incroyable pour quadriller le terrain, pour à chaque fois se placer dans les lignes de passe pour nous empêcher d'aller trouver Fabian Ruiz par exemple dans l'axe. Notre numéro 9 aussi, hein, Colomani qui a très vite disparu du match, un bon début et ensuite il plonge complètement. Donc ça a été très bien exécuté par Newcastle. C'était déjà quelque chose qu'on avait retrouvé au match aller, mais la plupart de tes occasions, on y reviendra, c'est après un relais demi-espace qu'il faut absolument travailler. Voilà. Et puis, encore une fois, insister sur le but qu'il marque, qui est offert par Donnarumma, en fait. Tu peux pas te permettre ça parce que, alors, contre Monaco, c'était une relance. Moi, je fais partie des gens qui ont un peu le discours de puriste, entre guillemets. J'attends d'un gardien qu'il arrête les ballons, en fait, tu vois. Donc, les erreurs à la relance, bon... Je lui en tiens pas vraiment rigueur sur Monaco parce que derrière, il fait de gros arrêts sur le match de vendredi soir. Là, hier, cette erreur, c'est pas une erreur de relance, hein, c'est une erreur de gardien, repoussée comme ça bêtement, c'est une erreur type U11.
Et derrière, bon alors ça c'est pas de sa faute, mais ce qui renforce encore plus le ressenti, c'est qu'il a rien pour se montrer à son avantage en fait, puisqu'il a aucun ballon à négocier. Je crois que Newcastle frappe 2 ou 3 fois au but en deuxième mi-temps, enfin un coup franc de Trippier qui s'envole, une frappe d'Almiron après la bévue un peu de Lucas Hernandez, duel aérien, et sinon j'ai pas d'autres images en tête de Newcastle en deuxième mi-temps, je parle. Voilà. Au final, c'est un match très difficile à lire. C'est un match difficile à lire, pourquoi? Parce que tu auras les positivistes qui diront bah ouais, on a 5 expected goals, il faut travailler la finition, les ajustements. En face, on a eu une équipe qui a bétonné. Le problème, c'est justement là le point en fait névralgique des lectures des matchs. C'est des lectures de ce match en fait. C'est-à-dire que t'en as qui vont te faire le raccourci. Ouais, on a joué contre un bloc ultra compact. C'est la réalité sur la deuxième mi-temps. Mais le problème, c'est que ce bloc ultra compact, il ne l'était pas au début du match. Newcastle nous ont pressés. On s'est d'ailleurs très bien sorti de ce pressing. C'est quelque chose qu'on met au rayon des bonnes choses qu'on a vues hier. Et ensuite, il marque. À la 24e, un but sur une phase de jeu positionnel, où tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Une fois qu'il marque, bon, est-ce que tu peux leur en vouloir d'essayer de maintenir le score, de se recroqueviller, sachant que les mecs sont à l'extérieur. C'est une équipe qui est moins forte quand ils sont hors de leur antre St. James Park, qui, évidemment, lorsqu'ils sont à la maison, les pousse. Et en plus, ils avaient quoi, 14 blessés, même si la plupart, c'est pas des joueurs très importants, il y avait quand même des titulaires qui n'étaient pas là hier. Voilà. Donc, ils étaient un petit peu dans cet impératif-là. Ils avaient un jour de repos en moins par rapport à nous. Est-ce que s'ils n'ouvrent pas le score, ils se seraient recroquevillés comme ça? Cette ouverture du score que tu peux t'imputer qu'à toi-même. Donc évidemment, c'est là où basculent un petit peu les lectures de ce match, puisque Newcastle, je la vois pas comme une équipe qui a bétonné de la première à la dernière minute. Voilà. Alors, revenons sur la performance du PSG. D'abord à la relance, comme je l'ai dit, je nous ai trouvé déjà meilleur qu'à l'aller, pas compliqué, avec l'erreur de Marquinhos et tout ça. On a vu nos défenseurs, c'est marrant parce que je le disais dans l'avant-match pour Skriniar. Il faut absolument que Skriniar mette les ballons dans la course pour Hakimi. Eh bien hier, les deux l'ont fait. Danilo vers Lucas, comme Skriniar vers Hakimi. Ils ont été un peu forcés par Newcastle parce qu'à chaque fois, l'ailier en face, Almiron et Gordon, se mettaient entre notre défenseur central et le latéral, ce qui faisait que les passes, c'était soit pour trouver notre latéral de manière reculée, soit tu l'envoies dans la zone et c'est au latéral d'arriver lancé. C'est ce qui s'est passé avec Danilo, avec Skriniar. Bon, le problème, c'est que Skriniar, l'exécution n'a pas été bonne la plupart du temps. Mais j'ai plutôt bien aimé ça. Ensuite, tu trouvais des relais par moment. Fabian Ruiz, qui a été propre notamment sur le début de match. Kolo Muani. Lee Kangin par moment. Quelqu'un qui a été très effacé par contre, c'est Ugarte. Voilà. Même si, encore une fois, on peut reprocher à nos centraux trop peu de fixation. Le problème, c'est que si tu peines à trouver des relais entre les lignes de Newcastle, une fois que tu as passé le premier rideau de pression, c'est aussi parce que justement, ce premier rideau de pression, tes défenseurs ne le fixent pas. Du coup, l'ailier de Newcastle, une fois que ton défenseur a passé au latéral, il se replie beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, puisqu'il n'a pas été fixé par ton central. Ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument travailler. Danilo, Skriniar. Hakimi, lui, non. Hakimi, faut qu'il arrête lui, limite, il le fait trop. Faut qu'il lâche son ballon plus vite par moment. Alors, c'est une consigne de Luis Enrique, bien évidemment, de relancer court, de ne jamais envoyer de parpaing devant. Mais à un moment donné, par exemple, sur l'action d'Isaac, le 1-2 avec Donnarumma, alors, il y a Donnarumma qui lui donne un ballon pourri, mais Hakimi, depuis le début de l'action, c'est Gordon ou Almiron? C'est Almiron qui le suit depuis le début de l'action. C'est-à-dire qu'Hakimi a en tête le fait qu'Almiron est à ses trousses depuis une bonne quinzaine de secondes. Voilà. Et au final, il s'entête à vouloir pousser et Almiron lui récupère le ballon parce que, à un moment donné, le pressing s'appelle. Voilà. Bon. Donc, tu as réussi à t'extirper de ce pressing. Ça a été plutôt un bon point hier. Mais encore une fois, parce que nos défenseurs ne fixaient pas assez, derrière, Newcastle faisait bloc d'une manière assez
extraordinaire, on va pas se mentir. Alors, c'est pas que parce que nos défenseurs ne fixaient pas, c'est aussi parce qu'en face, ils nous ont fait la leçon d'un milieu qui sait se coordonner et qui est très complémentaire. C'est-à-dire que quand on a un qui sort de l'alignement, les autres occupent l'espace d'une manière très efficace. Évidemment, il y a une ligne à 5 qui fait que pour trouver des relais, c'est aussi très compliqué. La structure par elle-même et en elle-même fait que tu peines à les trouver. Mais aussi dans les permutations et tout ça. Enfin, on a vu Bruno Guimaraes sortir très haut par moment. Voilà. J'ai pas vu Ugarte aller aussi haut que Guimaraes sur nous, nos séquences de pressing. Et derrière, nous, le problème, c'est que quand Ugarte sort un peu plus haut, s'il récupère pas le ballon, on se fait trancher. Eux, ils occupent très bien l'espace. Ils sont tous très proches les uns des autres. Et ça fait que les Likanguin, les Fabian Ruiz, notre numéro 9 aussi, ça a été très difficile de les trouver. Voilà. Par contre, quand ça a été fait, j'insiste vraiment là-dessus, parce que là, du coup, je vais énoncer un petit peu. Une fois qu'on a trouvé un relais demi-espace, et qu'on a joué en première intention, ça, c'est très important, parce que une fois que tu l'as trouvé, le receveur, donc qui est demi-espace au milieu de 3-4 joueurs de Newcastle, il n'a pas le temps de contrôler, dribbler. Mbappé le fait une seule fois sur un centre fort de Dembélé en seconde mi-temps, mais sinon la plupart du temps c'était première intention. Par exemple, la talonnade de Mbappé au début du match, tu as un relais avec Kolo Muani qui te fait une talonnade première intention magnifique, très juste. Il m'a vraiment surpris. Sur la retournée d'Mbappé, pareil en deuxième mi-temps, Kolo Muani lance Dembélé. Je me demande s'il ne fait pas un contrôle sur cette action. Mais il lance Dembélé depuis le demi-espace, qui ensuite centre et ça finit, second ballon, retourné d'Mbappé. Ensuite, donc il y a l'action où Mbappé contrôle, dribble dans les petits espaces, il fait un espèce de double contact et ensuite il trouve Dembélé qui fait un centre fort. L'occasion de Dembélé, la 81e, où il y a un tacle salvateur du défenseur du Newcastle, mais aussi une frappe qui n'est pas cadrée à la base. Sur un centre fort de Lucas Hernandez, c'est après un relais axial d'Mbappé. Et on reviendra sur ce rôle de numéro 9 qui colle à merveille avec les caractéristiques d'Mbappé qui hier soir m'a surpris sur sa dernière demi-heure physiquement, athlétiquement, dans le duel que demandaient les joueurs de Newcastle, il a vraiment été assez surprenant. Le côté gauche est un vrai souci pour cette équipe. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai retenu. Dans son animation, c'est très compliqué. Pourquoi ? Alors hier soir, déjà, tu as Lucas qui se projette assez peu. Bien sûr, là, tu penses à Nuno Mendes, ses courses, ses dédoublements, sa justesse aussi. Nuno Mendes est plus juste que Lucas, qui manque, je trouve, de justesse technique trop souvent. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que Lucas avait fait un très bon match, que c'était un des meilleurs Parisiens hier soir. Je ne partage pas vraiment cette lecture, hein. Je dois le dire. Et pourtant, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos cet été, vous savez que j'étais ultra enthousiaste quand on l'a signé. Parce qu'enfin, pour moi, c'était la meilleure signature de la dernière décennie, en fait, depuis Marquinhos, en fait, au poste de défenseur central. Si ce n'est depuis Thiago Silva. Donc à l'échelle de l'RQSI, carrément. Le problème, c'est que j'étais tellement enthousiaste parce qu'on signe un joueur de classe mondiale avec qui tu te dois quand même d'être un petit peu plus exigeant vis-à-vis. Donc, alors ces montées qui sont trop peu nombreuses, même si à la fin du match, dernier quart d'heure, là, bien sûr, c'est Lucas. Son côté combatif va toujours revenir. J'ai bien aimé ça aussi. Il a fait aussi le leader un petit peu en montant. Une fois lancé, il obtient un carton jaune, je crois, chez l'adversaire à un moment donné. Il réussit quelques centres, dont celui-là donc pour Dembélé, mais globalement, en première mi-temps notamment, il monte pas ou peu. Likanguin, son positionnement à gauche, ça j'insiste. Le problème, c'est que tu peux pas trouver des relais avec Likanguin qui est gaucher à gauche et qui donc ne peut pas jouer première intention. Ça, c'est très compliqué, surtout face à une équipe qui va le cadrer très rapidement avec un impact physique comme celui que Newcastle imprimait hier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Pour moi, Lee, c'est côté droit. Voilà, ça, je continue à forcer avec ça. Il faut trouver quelqu'un d'autre aux côtés de Mbappé qui, du coup, était un petit peu tout seul. Lui aussi a eu des situations d'un contre un qu'il a très mal joué en première mi-temps, notamment celle où il s'empale sur Trippier suite à une très belle sortie de balle provoquée par Hakimi, Fabian Ruiz
et ensuite Dembélé, Lee Kang-in qui va chercher Mbappé. Mbappé d'ailleurs a été meilleur en dribble depuis le côté droit. Depuis le côté droit et dans des espaces très réduits. C'est marrant parce que première mi-temps, il est à gauche, il a quelques ballons où il est lancé, où il a donc de l'espace, mais il n'y en a aucun qui passe. Il fait aucune différence. Dernière demi-heure, alors ok, il est replacé numéro 9, il va sur le côté droit. On rappelle que c'était son poste au début de sa carrière accessoirement. Et il réussit les dribbles dans des espaces beaucoup plus réduits. C'est tout le paradoxe de son match. Mais donc voilà, ce côté gauche, il faut absolument travailler à l'animer parce qu'à droite, bon bien sûr, Hakimi Dembélé. Même si hier, je trouve que la relation Hakimi Dembélé, alors au début du match, elle était très bonne, mais ensuite au fil du match, ils se sont un petit peu moins trouvés les deux. C'était un petit peu moins clair, un petit peu moins fluide, et ça s'est un petit peu ressenti sur nos circuits collectifs. Voilà. Donc voilà, sur le côté gauche, un Mbappé un petit peu seul. Haute dimension sur Mbappé, à un moment donné, il y a un long ballon qui part de Danilo. On y reviendra d'ailleurs, Danilo et les relances. Avec un contrôle réussi d'Mbappé, enfin contrôle du pied. Et une autre fois, il y a un ballon qui arrive en l'air, il contrôle poitrine, il réussit à le conserver et à trouver un relais, je crois que c'est avec Lee Kang-in. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, on se tue à se demander Colomboigny, Gonzalo Ramos numéro 9. À chaque fois qu'ils reçoivent le ballon dans les airs comme ça, on prie pour qu'ils ne le perdent pas, pour qu'ils réussissent à le garder au-delà des deux premières touches du contrôle et ensuite qu'ils réussissent à faire 2-3 touches pour faire gagner du temps à l'équipe, libérer de l'espace à leurs partenaires. Au final, est-ce que Mbappé ne serait pas meilleur que les deux dans cette dimension-là? Parce que déjà contre Monaco, il avait réussi à contrôler un ou deux ballons dans les airs. Physiquement, Mbappé m'a surpris hier. C'est bon. Tout le monde le sait, il a beaucoup évolué par rapport à sa période 2017-2018. Ça a joué peut-être sur sa vivacité. Et de l'autre côté, en fait, je me dis que peut-être physiquement, c'est quelqu'un qui devient intéressant sur les longs ballons pour essayer de les contrôler. Alors, ça reste pas très académique, hein. Je dis pas que c'est un spécialiste. Je dis juste qu'il est peut-être un poil meilleur que les deux autres qui sont vraiment catastrophiques là-dedans, quoi. Donc à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. On a une équipe à faire tourner. Si Mbappé est meilleur en tant que numéro 9, mettons-le numéro 9. Voilà. Et je milite pour ça depuis très longtemps, hein, même avant l'arrivée de Luis Enrique. Bon. Peut-être aussi, je disais Lucas qui se réveille un peu tard, là, sur le dernier quart d'heure qui commence à monter un peu tard. Peut-être que tu te réveilles un peu tard. Non pas en matière de coaching, parce que j'ai trouvé Luis Enrique bon hier soir dans son coaching, parce qu'il est très proactif. Mais voilà, tu te projettes complètement, vraiment en fin de match en fait. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils prennent la mesure de l'événement un petit peu trop tard. Ou alors, peut-être à un moment où ils se rendent compte que Dortmund, ils sont en train de gagner à San Siro et qu'on part sur le pire des scénarios qu'on pouvait imaginer. Voilà. Et aussi, alors j'ai dit que Luis Enrique a fait du coaching assez tôt, c'est vrai, sauf pour Gonzalo Ramos, qui rentre à la 85e à la place de Danilo. Alors c'est pas l'entrée de Gonzalo que j'aurais voulu plus tôt, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas lui qui va changer le match, hein. D'ailleurs, il joue quasiment un quart d'heure, il touche un ballon et il prend un carton jaune parce qu'il demande un penalty, pas folichon. C'est plus Danilo en fait, sortir Danilo plus tôt. Parce qu'en seconde mi-temps, t'en voyais beaucoup moins l'utilité. Voilà. Donc Luis Enrique, pour revenir sur lui, j'ai bien aimé son coaching encore une fois assez tôt dans le match, l'heure de jeu, les ajustements aussi, Fabian Ruiz faire repartir Lee Kang-in à droite. Bon, j'ai pas besoin de détailler ça, parce que encore une fois hier en conférence de presse, il alimente l'image que certains ont de lui, à savoir un entraîneur qui est borné, qui reste focus sur ses idées et qui fait des choix par pur ego. Alors moi, je ne nie pas son ego. Évidemment, c'est un entraîneur qui veut être le leader de son groupe, qui veut avoir la mainmise absolue sur ses joueurs. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans la constante remise en question et qui va toujours faire des ajustements assez tôt dans les matchs. Contre Milan, coaching très tôt. Contre Reims, ajustement à la mi-temps. Même si en conférence de presse, encore une fois hier, il ne met pas en cause ses joueurs, il ne met pas en cause ses choix à lui. Le problème aussi sur la lecture du match, c'est que le manque de réalisme, qui est quand même le facteur X de ce match, tu ne peux pas l'imputer à Luis Enrique. Hein. Ce n'était pas lui qui était devant le but. Peut-être que son staff devrait mettre en place un atelier finition comme celui de Pochettino, mais sinon, on ne peut pas lui en vouloir
là-dessus. Et d'ailleurs, pour revenir sur Barcola, Barcola, un joueur que Luis Enrique adore. Et je reviendrai parce que Daniel Riolo a fait beaucoup jaser sur les réseaux parce qu'il a dit oui, Daniel Barcola, enfin voilà, il n'est pas du tout fait pour la Ligue des Champions. Et j'en veux à Luis Enrique de croire qu'il est capable de démarrer en Ligue des Champions. Ben, moi, j'ai envie de dire non. Alors, Barcola, hier, rentre. Ça paraît assez logique au vu de la prestation de Lee Kang-in. Voilà, à un moment donné, bon, faut bien le faire rentrer. Par contre, démarrer, ben, je pense que Luis Enrique, non, ne considère pas Barcola comme un joueur capable de démarrer en Ligue des Champions. Je m'explique. Strasbourg, début octobre. Barcola joue une bonne heure, mais sort assez tôt. On se dit, contre Milan, il va démarrer. Il va rentrer. Au final, il reste sur le banc. Il fait une heure contre Reims. Il n'est pas très bon. Montpellier, il ne rentre pas. Milan, match retour, il rentre à 1 ou 2 minutes de la fin. Contre Reims, il a juste un petit quart d'heure. Et contre Monaco, pareil, un quart d'heure. Donc, tout ça veut dire que Luis Enrique, malgré le fait que, bien sûr, il est derrière son arrivée cet été, il adore Barcola et il l'a dit lui-même en conférence de presse, il est objectif dessus. Il a su analyser ses performances parce que la réalité, c'est que Barcola, dans le dernier tiers, c'est moyen. Il faut absolument qu'il progresse. En enchaînant, je suis d'accord. Vous me direz, il faut le faire jouer pour ça. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de l'équipe et de la dimension collective. Et puis s'il y a des joueurs meilleurs que lui pour démarrer les matchs, ben, c'est la réalité d'un club comme le PSG, j'ai envie de te dire. Donc, je trouve Luis Enrique plutôt assez objectif. Voilà. Barcola, qui était un peu son chouchou du mercato, il le traite comme un joueur tout à fait normal. Hein. Il n'y a pas de traitement de faveur. Limite, ce serait même l'inverse. Voilà. Donc, Luis Enrique. Alors après, on peut remettre en cause ses choix du début du match, hein, par contre. Titulariser Danilo et tout ça. Parce que le problème, c'est que défensivement, alors Newcastle en seconde mi-temps ne se crée pas d'occasion franche. En première, il y a le but et l'occasion sur la bévue Donnarumma Hakimi. Mais de l'autre côté, en fait, c'est qu'il y a une impression visuelle un peu bizarre, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, qui est valable pour Lucas, pour Danilo, pour Skriniar. En fait, c'est l'impression de les savoir à chaque fois au bord du gouffre, à la limite de flancher et de se faire avoir. Alors la limite n'a pas été franchie. L'exemple parfait, c'est l'action en fin de première mi-temps, Skriniar qui se fait dépasser par Isaac et qui derrière le rattrape, mais tombe et au final touche le ballon avec la main, de manière très peu académique, ce qui montre qu'il maîtrise absolument pas le cours de l'action, qu'il est vraiment en train de craquer complètement. Et en plus, il y a le facteur chance, parce que là, il y avait un petit quelque chose. Peut-être que l'arbitre aurait pu y revenir sur cette action. Donc voilà, cette espèce d'impression visuelle défensive qui me laisse un petit peu amer. Voilà. Les prestations individuelles. Commençons par Donnarumma. Bon, Donnarumma, il est très fautif, encore une fois. J'y suis revenu plus tôt dans la vidéo. Derrière, il n'a rien pour se remettre d'aplomb. Voilà. Hakimi, c'est intéressant. Hakimi, c'est intéressant. Encore une fois, sur la belle action d'Isaac, la grosse occasion, la début de match. Il doit envoyer un parpaing, soit devant, soit en touche. Voilà. Il y a la responsabilité de Donnarumma, mais il y a aussi celle d'Hakimi. Devant, je noterai sa justesse pour distribuer. Voilà. Il a mis ses partenaires dans de très bonnes conditions. Et déjà contre Monaco, il doit sortir du match avec une passe décisive. Là, hier, c'est 2 minimum. Voilà, si ses partenaires ne croquent pas. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Même si, encore une fois, il y a des moments de flottement et défensivement, pareil. En première mi-temps, ça a été compliqué par moments, sur le but notamment, et à d'autres moments, Gordon a failli quand même le mettre à l'amende, et ça a été un petit peu, t'as été un peu sur un fil. Voilà. Skriniar, j'oublie pas aussi sur le but d'Isaac qu'il lâche le marquage, hein, Milan Skriniar. Voilà. À la relance, il cherche exclusivement Hakimi. Alors c'est bien parce qu'il cherche à lui mettre dans la course, mais l'exécution technique est quand même assez compliquée. Voilà. Et les relais intérieurs, alors après, je ne l'en veux pas à lui. J'en veux plus à Ugarte, qui ne sait pas trop se déplacer. Fabien Ruiz un peu moins. Parce que lui, c'est pas les circuits de passe avec les défenseurs centraux qui va chercher, c'est plutôt ceux avec Hakimi, avec Dembélé, les triangles sur le côté, voilà, mais pas le jeu direct avec les centraux. Bref, on reviendra demain sur les autres performances individuelles. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc partie 2 demain soir les gars. Ciao.